Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, Donald Trump a plusieurs fois déclaré durant sa campagne présidentielle qu'il réglerait le conflit ukrainien en 24 heures. Le voici à présent aux commandes. Bonjour, colonel Père de Jong. Bonjour. Vous êtes l'auteur de ce livre, Poutine, Lord of War, Seigneur de la guerre en français, sous-titre Le retour des boyards. C'est publié chez Mareuil Éditions. Vous revenez dans ce livre sur le parcours de Vladimir Poutine, sur sa stratégie. On va en parler bien sûr avec vous, mais d'abord sur Donald Trump, c'est l'actualité. Est-ce que cette élection, ça peut vouloir dire un retour de la diplomatie en Ukraine ? Alors c'est surprenant parce que je pensais pas aborder la question sous l'angle de la diplomatie avec Trump. Trump a une idée sur le sujet. Donc en fait c'est même plus de la diplomatie, c'est une décision de chef à chef. En fait il a une espèce de connexion directe avec Poutine. Elle existe, elle est réelle, elle est ancienne. Et donc en fait il va animer, je pense, un modèle de rapprochement ou en tout cas de règlement de la solution ukrainienne au travers de la relation qu'il a lui personnellement avec Poutine, parce qu'elle existe bien évidemment, et Poutine avec lui, et à partir de là, les diplomates vont mouliner. Donc je pense que c'est même pas de la diplomatie, c'est une décision de chef, une décision de patron, une décision de boss, quoi, quelque part. Donc c'est comme ça que ça va se régler, de chef à chef. C'est pour ça qu'il peut affirmer très, très concrètement je vais régler la guerre en Ukraine en 24 heures. Vous savez qu'en Ukraine actuellement, les soldats ont mis le chrono en route parce qu'ils ne savent pas, eux, que Trump sera aux affaires à partir du mois de janvier et non pas maintenant. Mais encore une fois, il l'a dit très concrètement. Donc il a personnalisé la question du règlement de la crise, en tout cas de la guerre en Ukraine. Vladimir Poutine non plus n'est pas forcément un maître de la négociation, quoique c'est un vrai maître des horloges. C'est exactement ça. Le problème, c'est que Poutine a une stratégie et puis il commence à avoir de la bouteille. C'est un vrai chef d'État depuis longtemps maintenant. Parce qu'il avait 47 ans lorsqu'il est arrivé aux affaires. Aujourd'hui, il en a 72. Donc on voit qu'il a acquis de l'expérience. Donc il connaît parfaitement le sujet. Et d'ailleurs, la situation actuelle mondiale, au-delà de l'Ukraine, qui est un épiphénomène local. Donc c'est sa partie ouest, c'est son glacis. C'est sa protection par rapport à un OTAN imaginaire qui éventuellement l'envierait. Mais on voit la stratégie qu'il a eue de mise en place d'une création d'une relation bilatérale avec Pékin. C'est fondamental. Vous savez que c'est le grand changement géopolitique de ces dernières années, c'est vraiment ce rapprochement, cette espèce de même d'association, littéralement, entre Pékin et Moscou. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et là, très concrètement, Poutine, maître des horloges, une fois de plus, a mis le temps qu'il fallait, il sait où il va, il a mis le temps qu'il fallait pour le faire, et il l'a fait. Donc ça a constitué une force incroyable. Et aujourd'hui, par rapport à l'OTAN, qui est très très forte aujourd'hui, vous avez un contrepoids extrêmement fort, qui est une espèce de système, d'organisation entre la Chine et la Russie. Et donc il y a un vrai contrepoids qui s'est mis en place. On va revenir sur la stratégie de Vladimir Poutine dans un instant, mais aujourd'hui, pour reprendre la situation de l'Ukraine, est-ce que Poutine et Zelensky pourraient s'asseoir autour d'une même table pour négocier ? Si on fait de la politique fiction, parce que très clairement, on en est très loin. Alors il y a aussi deux niveaux. Le premier niveau, c'est que Poutine, c'est compliqué, parce que je vous rappelle qu'il est convoqué au CPI. Donc comment il va falloir trouver la solution. Donc il est pas à la Cour pénale internationale. Oui, la Cour pénale internationale. Donc ça, c'est un vrai sujet, parce qu'aujourd'hui, on peut pas mettre dans une salle des Américains, etc., discuter avec Poutine. Pourquoi ? Parce qu'il est convoqué au CPI. Enfin, il ne reconnaît pas l'autorité lui-même. Oui, mais on verra si les Américains sont capables de modifier une trajectoire, c'est qu'en fait d'annuler éventuellement cette convocation. Et donc ça, c'est un préalable qui va se mettre en place. Personne n'en parle parce que c'est un sujet qui est annexe par rapport à tout ce qui se passe. Mais bien évidemment, Poutine il faut bien qu'il discute quelque part. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, rappelons-nous, le sommet de la paix qui s'est tenu cet été, donc au mois de juillet en Suisse, au cours duquel les Chinois n'étaient pas là, les Russes n'étaient pas là. Et Zelensky dit très concrètement, il aurait été bien que le prochain sommet, les Russes soient là. Donc il y avait une demande qui émanait des Ukrainiens. Mais c'est un moment où Zelensky pensait encore que éventuellement les démocrates gagnerait. Donc il avait la main quelque part. Aujourd'hui, il n'a plus la main. Très concrètement, j'imagine très bien que Poutine ne va pas du tout rencontrer Zelensky. C'est une discussion bilatérale qui va se mettre en place entre les Américains et lui. Les Américains vont décider, il y aura un Oukaz qui sortira, et à partir de là, la machine se construira comme un petit mécano. Mais encore une fois, personne n'a besoin de Zelensky, et Zelensky a un vrai sujet. C'est comment exister, comment trouver une solution politique, militaire, diplomatique pour exister et de ne pas être balayé par ce vent d'Est et d'Ouest qui arrive en même temps sur son pays. Et la grande crainte de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien qu'on entendait il y a quelques minutes, c'est de perdre le soutien militaire des États-Unis. C'est ça aussi qui pourrait jouer avec l'élection de Donald Trump. Est-ce que l'Europe aujourd'hui serait en mesure de compenser le retrait américain en Ukraine ?
En tout cas, de compenser le retrait militaire américain en Ukraine. Alors, théoriquement, oui, parce que vous savez que dans le discours de Vance qui s'est tenu il y a quelques semaines, où Vance, qui est l'actuel, enfin le futur vice-président américain, qui est le colistier de Trump, a eu un discours extrêmement clair sur le sujet, en émettant l'hypothèse selon laquelle les Américains diraient pouce, terminé, on discute avec Vlad, donc je pense que Donald va appeler Vlad, on boit une bière, etc., donc ils vont se mettre d'accord sur un sujet. C'est quoi le sujet? Concrètement, qu'a dit Vance? Il a dit cristallisation du front. Premier point. Deuxième point, créer une espèce de zone tampon à la coréenne, 10 km avec des mines partout, avec des barbelés qui font 30 mètres de haut. Et puis troisième partie, neutralisation de l'Ukraine. C'est-à-dire que l'Ukraine ne rentre pas dans l'OTAN. Fin la première partie du discours. Deuxième partie du discours qui est induit, c'est quoi? Très concrètement, c'est le fait que l'Union européenne prendrait le relais. Ça, c'est ça le sujet. Le problème, est-ce que nos économies sont capables de le faire? Alors on voudra bien le faire, parce qu'on n'aura pas le choix. Qui va aller en Ukraine pour protéger le système? Parce que si c'est neutralisé, il n'y aura pas l'OTAN en Ukraine et il n'y aura pas les Américains. J'aimerais bien que quelqu'un y aille pour protéger, en tout cas pour assister les Ukrainiens. Évidemment, ce seront les Européens. Est-ce que nous pourrons le faire? Je pense qu'on va le faire, mais ça va te coûter cher, ça coûte extrêmement cher. Rappelons-nous le coût de la réunification de l'Allemagne. C'était exorbitant. Et puis, il y a un sujet qui est très important, c'est le fait que l'Ukraine est un pays fondamentalement corrompu. Et cette corruption, si vous déversiez des milliards d'euros pour reconstruire, ce que tout le monde peut comprendre, les opinions publiques peuvent le comprendre, mais il faut que ça aille là, dans la bonne poche et au bon endroit. Pas dans la bonne poche, au bon endroit, dans le bon ministère. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est un sujet. C'est pour ça que, encore une fois, je pense que l'avenir court terme de l'Ukraine va être vraiment très compliqué. Alors il y a l'avenir de l'Ukraine qui pourrait changer avec l'élection de Donald Trump. Il y a aussi le sort des pays baltes. La Lituanie, la Lettonie, l'Estonie, ce sont des membres de l'Union européenne. Si Vladimir Poutine décide d'envahir ces pays, est-ce que Donald Trump pourrait les laisser faire? Alors vous avez un sens du raccourci qui m'impressionne. Vous savez que je pense que dans la diatribe poutinienne, entre guillemets, la menace sur les petits pays de l'OTAN était régulière, mais elle n'est pas effective. D'abord on voit très concrètement les difficultés, en tout cas, qu'a l'armée russe aujourd'hui pour avancer. Même dans le Donbass où ils avancent progressivement, mais on voit bien que c'est pas non plus une escadronade, ça va pas très vite. À Koursk, ils ont eu des grandes difficultés. Bon, là, on sait que les Ukrainiens sont en train de se retirer de la région de Koursk, ça a été annoncé hier ou avant-hier, en tout cas. Les Ukrainiens ont été jusqu'à envahir une partie du territoire russe. Oui, absolument. En Russie, on voit qu'aujourd'hui, ils reculent un peu, mais tout ça, il y a une forme d'immobilisation. Donc, imaginez, si vous voulez, qu'à court terme, que la Russie puisse éventuellement envahir un pays de l'OTAN, je pense que, en tout cas, je pense que c'est pas le sujet. Par contre, dans le moyen terme, faire attention. Pourquoi? Parce que la Russie a de la croissance, 3,2% de croissance, qui est énorme. Bon, l'année prochaine, elle va baisser, on va être à 2% l'année prochaine, mais n'empêche que 2024, 3,2% de croissance. Ensuite, c'est une économie qui est totalement orientée vers une économie de guerre. Donc, production de missiles, connexion avec la Corée du Nord, du matériel qui arrive de Chine, etc. Donc, en fait, ils ont un système qui est très bien structuré. Le problème de la paix, telle qu'elle peut arriver, en tout cas la stabilisation de la guerre en Ukraine, fait qu'il va falloir débrancher progressivement la Russie et qu'elle revienne à un modèle qui est plus normal. Et ça va être compliqué. Poutine a 70 ans, je ne connais pas ses objectifs, donc c'est pas impensable que dans le moyen terme, la Russie ait des ambitions autres. Mais il ne faut pas être titillé. Je veux dire que quand les Lituaniens vont agacer la Russie, je dis c'est une blague. Mon garçon, tu restes dans une alliance et tu fais parler de l'alliance. Mais un pays aussi petit ne peut pas dire ça. Les Lettons, vous savez que 50% des Lettons sont de russophones. Donc c'est extrêmement complexe. Donc on voit que la situation de moyen terme, elle est complexe et elle doit se régler dans le cadre d'une négociation qui sera liée en fait à la stabilisation du front et de la paix retrouvée, en tout cas de l'immobilisation de cette guerre et de l'espèce de discussion qui peut durer de très nombreuses années. On a beaucoup essayé ces derniers mois de rentrer dans la tête de Donald Trump pour savoir ce qu'il pensait, quelle était sa stratégie. Si on essaie de faire la même chose du côté de Vladimir Poutine, alors comme vous le dites, vous ne savez pas quelle est sa stratégie, mais vous vous rappelez dans votre livre son parcours, le parcours du chef du Kremlin, c'est quelqu'un qui a été, Vladimir Poutine, façonné par un événement tragique, c'est la fin de l'URSS. Oui, en 1989, il est à Dresde et il y a des manifestations un petit peu partout et l'immeuble du KGB est à côté de l'immeuble de la Stasi qui est la police politique est-allemande. Et donc il y a des manifestants qui ils détruisent littéralement l'immeuble, ils vont vers l'immeuble de Poutine. Poutine est dans son immeuble, il est au 2e étage, il est entouré d'une série de collaborateurs entre guillemets, il s'appelle Platov à ce moment-là, il a un nom, hein. Il s'appelle pas Poutine, il s'appelle Platov, c'est son nom de guerre ou en tout cas son nom de guerre, on va
va dire ça comme ça. Et donc Platov, il a son arme à la main, il dit bon, on va y aller. Donc il descend tout seul face à la foule et il arrête la foule. On dit voilà, je suis un officier russe. Ça, c'est un immeuble qui appartient à la Russie. Vous pouvez pas rentrer. Donc j'ai 12 balles. J'en ai une qui est pour moi, les 11 sont pour vous. Et en fait, il calme tout le monde. Il revient dans son truc. Personne ne tire. Et en fait, le Platov il se transforme en Poutine ce jour-là. Donc on va dire fin 89. Il devient Poutine à ce moment-là. Il rentre en Russie. Il est affecté à Saint-Pétersbourg dans une fonction, je dirais, sous couverture, à l'université. Et là, son parcours démarre. Mais il est jeune. À ce moment-là, il a globalement 35 ans, 36 ans. Quoi. Il est important cet épisode que vous racontez dans votre livre, Colonel Perdriong, parce que Vladimir Poutine, qu'on a un peu parfois du mal à comprendre en France, c'est quelqu'un qui est très dur, qui peut être très dur, et en même temps, c'est quelqu'un qui sait trouver les mots, qui sait trouver des mots apaisants quand il faut pour calmer la situation. Il a appris ça ce jour-là, où il a compris que seul face à la foule, il fallait rassurer. Il faut être violent et rassurant à la fois. On voit son discours, un exemple, il a fait l'interview en février 2024 avec Tucson, qui est un des grands journalistes américains de Sky News, et donc il a un journaliste face à lui, et on voit bien que dans son discours tel qu'il est mis, il a un discours où il explique les choses de façon extrêmement raide, extrêmement rigoureuse, et en même temps il rassure. C'est qu'en fait il est toujours une porte de sortie. Quand il menace, un exemple, l'Europe d'un tir nucléaire potentiel, entre guillemets, mais dans la foulée de la phrase suivante, il va dire oui, mais en même temps, il faut qu'on y réfléchisse. Donc il laisse supposer que... Et donc cette espèce de système de va-et-vient permanent est extrêmement déstabilisant, et j'imagine que tous les chefs d'État qui ont parlé avec Poutine ont eu cette impression très compliquée, sauf Chirac, qui se considérait comme un peu le père spirituel, entre guillemets, de Poutine, et qui l'a accompagné, et Poutine a accepté les conseils de Chirac de très nombreuses fois. Oui, alors ça c'est étonnant ce que vous racontez, les liens entre Jacques Chirac et Vladimir Poutine, qui étaient des liens de confiance, enfin en tout cas de quasi-amitié, de ce que vous avez pu en observer. Les relations entre la France et la Russie étaient plutôt bonnes à l'époque, ça s'est considérablement dégradé depuis. C'était une descente. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la chute du mur en 91, pour faire court, la fin de l'URSS, Yeltsin, qui est aux affaires, qui est à l'époque le président russe, cherche des solutions. Chirac était pro-russe. Pourquoi il était pro-russe ? Là, on parle de 95. Pourquoi ? Parce que simplement, il voulait avoir une politique gaullienne, entre guillemets. Donc, il voulait réhabiliter deux grandes directions, se réinvestir dans deux grandes zones, le Moyen-Orient, de la Russie. Donc, Chirac prend immédiatement contact avec Yeltsin, et ça fonctionne. Parce que Yeltsin a besoin, par rapport aux Américains, par rapport à d'autres, en tout cas les Américains, qui est un pote de Clinton, il a besoin d'exister. Donc, il a un soutien automatique avec Chirac. Et dans la foulée, Chirac a continué avec Poutine. Mais ça n'a pas été si simple que ça. Parce que le problème, c'est que Poutine avait des choses à nous reprocher déjà. Rappelez-vous, là, le Kosovo, donc est devenu indépendant, le Kosovo qui s'est autonomisé par rapport à la Serbie. Ça, c'était un choc incroyable. Le bombardement de Belgrade également. Donc, ces événements-là ont quand même commencé à créer des tensions. Mais en fait, Chirac a réussi globalement à atténuer cette espèce de tension qui existait. Et puis Poutine avait besoin de lui, quoi qu'il en soit. Et donc, en fait, ça a fonctionné. Mais, en fin de compte, qu'est-ce qu'on voit ? Chirac a essayé de minimiser en permanence l'attitude américaine qui a toujours été quand même extrêmement proactive. Le discours américain, c'était de dire, à partir de maintenant, on peut considérer qu'il est potentiellement envisageable que l'Ukraine et la Géorgie rentrent au sein de l'OTAN. Ça, c'était un truc impensable. Et pour un Poutine, c'est pas possible. C'est pour ça que la guerre d'Ukraine, elle se comprend par rapport à cette espèce de montée en puissance américaine, qui était la stratégie américaine. On peut la comprendre également, entre guillemets. Mais il faut aussi se mettre à la place de Poutine, qui n'acceptait pas ce discours extrêmement offensif, d'autant qu'il y avait des promesses qui lui avaient été faites de ne pas le faire. Mais dans ce cas, colonel, l'arrivée de Donald Trump, qui est pas très favorable à l'OTAN, enfin en tout cas qui a dit à plusieurs reprises durant sa campagne que les membres de l'OTAN n'auraient qu'à payer et que lui ne serait pas là pour payer entre guillemets les pots cassés, passez-moi l'expression. Cette élection de Donald Trump, c'est une très bonne nouvelle pour Vladimir Poutine par conséquent. Je pense que oui, sincèrement, le discours de Vance que j'évoquais tout à l'heure, c'est une bonne nouvelle pour Poutine. Pourquoi ? Parce que les objectifs sont atteints et il va globalement réussir ce qu'il y avait. Par contre, après, c'est l'avenir. Il va avoir les mains libres, concrètement, Vladimir Poutine. Oui, mais je pense qu'en fait, il a besoin aussi de se reconstruire, il a besoin de faire des choses, il y a une ouverture, parce que Poutine a une tête euro-asiatique, il n'est pas seulement européen, il est euro-asiatique. Et la relation qu'il a mise en place avec la Chine, c'est une relation déterminante, parce que c'est un monde nouveau qu'il est en train de créer. Et ça, du point de vue géopolitique, nous, on a beaucoup de mal à le comprendre, parce qu'on est auto-centré sur l'Europe. On voit d'un côté, on voit à l'ouest, on voit les États-Unis, à droite, on voit la Russie. Lui, il n'a pas ce monde-là du tout. Lui, il a un monde totalement euro-asiatique. C'est sa vision. Donc, en fait, il va agir en fonction de ça. Par contre, la question sur l'OTAN, c'est une très bonne question, parce qu'on voit bien que Trump est un businessman. Je veux dire qu'il va conditionner, si vous voulez, le poids américain dans l'OTAN
l'OTAN, il va le conditionner à des achats massifs d'armement, de F-35, etc. Mais ce qui est déjà le cas, de façon très concrète. Donc Bilan, il va accentuer ça, et il va menacer, ou en tout cas il va laisser supposer qu'il pourrait abandonner l'OTAN dès lors qu'il n'y a pas un appui massif vis-à-vis de la politique américaine. Ça fera effectivement les bonnes affaires de Vladimir Oui, Poutine. mais c'est compliqué. Oui, et d'autant peu. C'est quoi le sujet? C'est qu'en fait, on revient à une forme d'isolationnisme américain, qui est une vieille tradition républicaine. Donc on va avoir les États-Unis qui vont se rétracter, à mon avis, d'Afrique, du Moyen-Orient, d'un peu partout. Et ça, c'est un autre sujet. C'est qu'en fait, les Américains, on a besoin d'avoir des États-Unis forts pour occuper la place. Le problème, si la place se libère, ben, on l'a vu en Afrique, automatiquement, les Russes vont arriver. Et une toute dernière question, colonel. D'un point de vue militaire, la France, le monde, sont-ils entrés dans une nouvelle ère avec l'élection de Donald Trump, de votre point de vue? Alors, vous savez, on pense toujours qu'il y a une nouvelle ère qui va arriver. Mais très sincèrement, c'est une ère, personne ne l'avait envisagé. Parce qu'il y avait une telle désinformation sur le fait que les républicains ne pouvaient pas gagner, Trump ne pouvait pas gagner, etc., qu'on a fini par imaginer que les démocrates resteraient en place. Et ça, c'est une grande surprise, c'est que politiquement, c'est un vrai choc. Le problème, c'est que beaucoup d'hommes d'État européens ont été assez légers avec Trump. Les mots utilisés étaient assez insultants par rapport à Trump. Et je pense que Trump, il sait tout ça. Donc le problème, il va avoir un compte à régler. Donc pour nous, Européens, on a un petit problème, c'est comment revenir, je veux dire, en grâce, entre guillemets, vis-à-vis de Trump. Et ça, c'est des opérations, je dirais, de séduction qu'on met en place avec les États-Unis, parce qu'on a absolument besoin des États-Unis. Rien qu'en termes de sécurité, sans les États-Unis, il n'y a pas d'OTAN, il n'y a pas de sécurité. Et Emmanuel Macron a déjà commencé visiblement en appelant Donald Trump, le candidat républicain tout juste élu à la présidence. Merci beaucoup, colonel Perdeyang. Je rappelle le titre de votre livre que j'ai dans les mains, qu'on montre à l'écran, ça s'appelle Poutine, Lord of War, le retour des boyards. C'est paru chez Mareuil Éditions. Merci beaucoup de nous avoir partagé votre point de vue.